Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence sur le premier des 8 thèmes que nous aborderons au cours de la programmation offerte par l'équipe du projet CIRIS-CNSM de partage de connaissances. Comme le titre l'indique, le rétablissement et ses multiples facettes, il s'agit donc de vous brosser un tableau général de ce que signifie la notion de rétablissement en santé mentale. Et, plus spécifiquement, de vous introduire au concept de rétablissement personnel et celui des services axés rétablissement. Car si nous sommes tous ici réunis autour de ce projet, c'est d'abord et avant tout parce qu'il s'agit de personnes utilisatrices de services qui sont directement touchées par celui-ci et parce qu'elles sont au cœur de nos préoccupations. Je me présente, Mireille Bédard, je suis agente de projet au CIRIS. Je serai votre maîtresse de cérémonie lors des conférences qu'on vous présentera tout au long de notre programmation qui s'échelonne sur plusieurs mois. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir 3 conférenciers, 3 personnes exceptionnelles, hautement impliquées dans tout ce qui concerne leur établissement en santé mentale. D'abord, Catherine Briand, qui sera avec nous de manière virtuelle sur le plan sonore, étant présentement à l'extérieur du pays. On va l'entendre bientôt. Alors, outre ses fonctions en tant que professeure agrégée au programme d'ergothérapie à l'école de réadaptation de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, Catherine Briand est une chercheure passionnée dont les projets sont pour le moins foisonnants. Son principal sujet d'intérêt concerne la réadaptation et le rétablissement des personnes atteintes de troubles mentaux graves, plus particulièrement l'évaluation de l'implantation et l'intégration des meilleures pratiques de réadaptation dans le réseau de la santé mentale au Québec. Ainsi, pour mettre en lumière les meilleures pratiques en réadaptation et soutenir le réseautage entre les différents acteurs concernés par l'amélioration des services, elle a fondé le Centre d'études sur la réadaptation, le rétablissement et l'insertion sociale, le CIRIS, qu'elle dirige depuis 2010. Celui-ci étant rattaché au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Poursuivons avec Marie Gagné, qui, elle, est présente non virtuellement, mais physiquement avec nous. Marie Gagné est agente de développement et formatrice pour l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, la QRP. Son expertise en santé mentale, tant comme professionnelle que dans son rôle de proche et de personne vivant avec un problème de santé mentale, lui procure un statut de formatrice reconnue dans plusieurs régions du Québec. Ses champs d'intérêt touchent au processus de rétablissement et à la pleine citoyenneté des personnes utilisatrices de services en santé mentale dans un contexte de soins de collaboration. Outre ses activités de formatrice au cours des dernières années, elle a agi à titre d'intervenante en centre jeunesse auprès d'une clientèle autochtone, ainsi qu'en maison d'hébergement pour femmes violentées. Madame Gagné a également œuvré au sein de l'organisme Pêche Sherpa à Québec, desservant une clientèle itinérante et judiciarisée, vivant avec des troubles concomitants. Et enfin, le dernier mais non le moindre, Michel Gilbert. Michel est coordonnateur du Centre national d'excellence en santé mentale, le CNESM, celui-ci relevant de la direction de la santé mentale au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Membre de l'Ordre des psychoéducateurs et bachelier en psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, on compte parmi les différents postes qu'il a occupés celui de conseiller clinique pendant 12 années pour un programme de soutien d'intensité variable, CIV, dans la région de Lanaudière. Il a par ailleurs œuvré au sein d'équipes de suivi intensif dans le milieu, CIM, dans la région de la Mauricie et agi à titre de consultant pour la mise en place de programmes CIM. Parallèlement à ses diverses activités au sein du réseau de la santé, il est depuis 2006 membre du comité d'édition de la revue Le Partenaire de la QRP, la seule revue francophone dans le domaine. Alors, je cède maintenant la parole à Michel. J'y vais rapidement pour vraiment laisser tout l'espace-temps à notre collègue Marie et Catherine. D'abord, les objectifs de la présentation permettent, en fait, ce qui est intéressant, je recule un petit peu, ce qui est intéressant au fond aujourd'hui, c'est que c'est notre première conférence live stream, vraiment avec un de nos premiers 8, on a 8 thèmes tout au long au fond de notre projet. Et c'est donc aujourd'hui qu'on démarre ces conférences sur le rétablissement.
Alors, on est très heureux de démarrer. Alors, il y aura peut-être des ajustements techniques à faire. C'est d'ailleurs l'objet même aussi de ce projet-là, c'est d'utiliser les technologies de l'information. Alors, il se peut qu'on ait des problèmes, mais on va les ajuster. Puis, ultimement, ce qu'on veut, c'est qu'on veut faire en sorte que ces technologies-là soient les plus fonctionnelles possibles pour l'ensemble du projet, mais aussi après le projet. Alors, notre présentation d'aujourd'hui vise, au fond, à permettre de mieux cerner et d'approfondir notre compréhension des concepts associés au rétablissement. C'est intéressant de débuter avec ce projet-là, ce thème-là, parce qu'il est transcendant. Il va vraiment venir habiller l'ensemble du projet, parce qu'on sait que le rétablissement, c'est un concept très global, qui est très structurant et transcendant. Bon, particulièrement au niveau du rétablissement personnel, du rétablissement en contexte d'intervention, parce je vous le rappelle, notre projet de transfert de connaissances touche nos équipes SIMCIF. Il y a 5 régions pilotes qui sont touchées par le projet, l'Abitibi, la Naudière, Mauricie-Centre du Québec, une partie de Québec et l'Est de Montréal. Mais l'ensemble de nos autres équipes SIM-CIF du Québec ont l'opportunité de pouvoir profiter de ce transfert de connaissances-là, particulièrement par des conférences live stream comme ça qui sont archivées sur le web et d'autres contenus là, qui sont inscrits sur le site du CERIS qu'on va parler plus tard. Donc, rétablissement aussi dans les pratiques et les services de santé mentale. En fait, ce qu'on souhaite, c'est débuter une réflexion sur notre type d'accompagnement, nos interventions et pratiques qui favorisent ou pas le rétablissement des personnes. Et de réfléchir aux conditions favorables aux principes de rétablissement à travers nos organisations et nos services de santé. On entend beaucoup parler du rétablissement, mais parfois, en tout cas de mon point de vue, le terme est beaucoup galvaudé. Alors, l'objet même de la présentation, c'est peut-être davantage de faire une réflexion beaucoup plus personnelle d'abord, parce que le rétablissement, si on veut le favoriser, il faut l'avoir vraiment intégré dans sa compréhension. Nos sources de référence par rapport au projet, je vous les rappelle, mais à la toute fin, on va avoir un rappel à ce niveau-là, mais quand même, la documentation qui est accessible actuellement sur le site du CERIS, cerisweb.com, où vous avez un dossier rétablissement, dossier service axé sur le rétablissement, puis une section à savoir plus sur le thème du rétablissement. Le site du CERIS va développer ainsi une série de dossiers en lien avec les thèmes du projet qu'on veut développer. Et on a aussi l'hyperlien pour la formation en lien avec le rétablissement que la QRP, dont Marie est formatrice en ce sens-là. Je souligne au passage qu'on est en train de reconstruire notre site web du Centre national. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas mis l'interface, parce qu'on ne l'investit pas comme tel. Dans les prochaines semaines, probablement d'ici un mois ou deux, on va avoir notre propre site web qui va justement être capable de générer l'interface avec le projet. Rétablissement. Il y a, en fait, l'idée même on trouvait que cet acétate-là, qui fait partie de notre présentation quand on a lancé le projet, qui provient au fond des travaux de l'Institut national de santé publique du Québec, qui représente assez bien, au fond, l'idée même de ce qu'on va faire aujourd'hui en termes de l'objectif qu'on souhaite. Il y a le savoir d'expérience, mais il y a le savoir théorique. Le savoir d'expérience qui est vraiment le vécu expérientiel, qui est aussi notre propre expérience comme intervenant aussi, mais aussi comme individu. Mais il y a le savoir théorique. Alors, l'idée même du projet, c'est vraiment ça. Notre projet de CERIS-NASM, c'est justement joindre l'expérientiel avec les connaissances. Connaissances qui sont aussi beaucoup colligées, structurées par la mission même du CERIS. Et la mission du Centre national, c'est de diffuser cette connaissance-là, particulièrement au niveau des équipes SIMCIF. Cette conjugaison-là de savoir-expérience et savoir théorique génère un nouveau savoir intégré. Alors, c'est vraiment une belle image qui représente bien, finalement, l'idée même de ce que notre projet veut faire, mais comment le savoir aussi se transforme à travers cet amalgame-là de ces deux éléments-là. Une acétate, une diapo qui est tirée de la formation dont Marie fait la promotion au Québec actuellement, qui intègre au fond 3 savoirs. Le savoir comme tel, en fait, qui signifie nourrir son esprit en termes de donner un pouvoir personnel, permet de prendre des décisions éclairées en termes de, autant pour la personne, mais aussi comme intervenant. Il y a le savoir-être, qui est davantage, au fond, c'est risquer d'être touché par ce que c'est le savoir-être, mais de la chaleur dans nos relations. Marie, de toute façon, est meilleure que moi pour pouvoir tout détailler ça, mais vraiment pour vous introduire là, ces 3 piliers-là. Et le savoir-faire, qui est davantage, au fond, l'action qui est indispensable à la réalisation de nos rêves et l'action qui se vit au quotidien. Marie va en parler plus longuement de toute façon, mais on trouvait intéressant quand même de vous présenter ça en introduction. Et on a notre collègue Catherine, on voulait vous montrer son visage, parce que Catherine qui est en Allemagne actuellement, donc qui participe, qui va contribuer du point de vue du savoir théorique
et la contribution du savoir expérientiel va être davantage Marie. Alors, c'est vraiment cet amalgame-là qu'on souhaite vous présenter et qu'on arrive à avoir un savoir davantage intégré par la suite. Alors, ça termine ma partie. Je pense que je pourrais introduire Marie dans sa présentation. Bonjour tout le monde. Je suis du type très nerveuse, alors des fois, je dis des choses. On m'a demandé de débuter avec une partie d'un texte. C'est la première fois que je vais le lire en groupe, c'est devant les gens. Donc, je vous demande de la tolérance. Ce ne sont que des parties. Donc, la première phase commence comme ceci. C'est ma vision à moi de mon rétablissement personnel. Après avoir basculé de l'autre côté du miroir de mes réalités existentielles depuis tant d'années, mon esprit affaibli par mes fausses protections illusoires est enfin parvenu à goûter la saveur d'un lâcher-prise qui me remplit de douceur. Une dimension spirituelle donne un sens à ma vie. Après l'éveil, l'extase et la découverte, la montagne des transformations s'escalade pas à pas. À mon sens, la spiritualité est du domaine de l'invisible, de l'impalpable. Elle se construit dans l'intimité de mon être. Je ne tends aucunement à discourir sur le sujet, mais mon seul désir est de partager la chaleur que j'en reçois avec ceux qui ont encore froid et leur laisser savoir que l'espoir naît bien souvent du désespoir. À partir de ce jour, pour mieux évoluer, les thérapies que j'ai côtoyées, pour régénérer mon mental un brin, prise de conscience, prise de changement, étude d'un mode de vie, un peu pour améliorer ma vie. Entre la théorie et la pratique, plusieurs années se sont écoulées. Le changement est l'affaire de toute une vie, m'a-t-on dit. C'est pourquoi je poursuis encore aujourd'hui l'approfondissement de mon « je suis ». Recherche de moins de pourquoi et plus de comment m'amène davantage vers des grandes périodes de rétablissement. Évaluée en 6e année primaire dans la langue de Molière, j'entreprends mon secondaire pour me rendre à un diplôme universitaire. Une trajectoire vraiment non linéaire, entremêlée de distorsions de ma personnalité et des souffrances de mon passé. Plusieurs années cela a pris pour me donner le titre de diplômé. Les années passent et je grandis. Nouvelles déceptions me remettent en question. Choc post-trauma et dépression frappent à ma porte encore une fois. Le froid glacial me signale son retour. Je l'apprivoise à nouveau jour après jour, essayant de le faire fondre à la chaleur d'un grand amour. Relation amoureuse pénible, deux écorchés tendent à se réparer. La maladie physique emporte mon ami vers son dernier voyage. Perdu dans mes pensées, je m'isole de mon feu de foyer, appelé amis et compagnie. Mes frères et sœurs s'inquiètent pour moi. Ils viennent tour à tour frapper à ma porte. De leur insistance, je me suis accommodée et j'ai ouvert pour leur parler. Quelques amis aussi persistent à me visiter, témoins silencieux de mon chagrin devenu ravin. Que serais-je devenue sans eux pour me supporter? L'heure du bilan a sonné après la mort de mon compagnon. Un héritage il m'a laissé, celui de la créativité pour me réguler. Après son départ, j'apprends les arts plastiques pour colorer un peu ma vie. Je cède la place à ma partie saine, cette partie qui ne demande qu'à s'exprimer à la lumière d'un nouveau jour. La vie est si fragile qu'il faut en prendre soin dès aujourd'hui. Le temps de pleurer s'estompe pour faire place à la joie de vivre, dans le ici et maintenant, sans trop de grinchement. Merci. À toi, Catherine. Catherine? Oui, ça fait plusieurs fois que je l'entends. En fait, que je le lis, ton texte, Marie, puis à chaque fois, c'est touchant. Puis, ça m'amène à nous rappeler que le processus de rétablissement, c'est un processus et pas juste une fin, puis que c'est profondément personnel. On souhaitait, avec Marie et Michel, lire un texte justement pour nous ramener à l'essentiel. Et ça m'amène à la diapositive suivante, où Patricia Deguin, aussi Bernard Sauvé, dans un extrait d'un texte dans le Partenaire, a tenté aussi de définir les différents contours de ce que c'est le rétablissement personnel. La définition de Patricia Deguin, c'est une définition qu'on connaît davantage, qui nous rappelle justement que le rétablissement est un processus et non une destination, un point d'arrivée.
que c'est davantage une manière de vivre, une façon de composer avec les défis. J'aimerais prendre le temps de vous lire en détail la deuxième, celle de Bernard Sauvé, parce que je trouve qu'elle nous rappelle justement les éléments clés, les balises essentielles de ce processus-là, et ça rejoint le texte aussi de Marie qui nous rappelait l'importance de la famille, des proches, de l'art dans ce processus-là. Donc, je vous lis le deuxième extrait. Que cela touche la réappropriation du pouvoir d'agir, la victoire sur ses peurs, la communication avec les autres, le partage non seulement de ses expériences de souffrance, mais aussi de ses goûts, de ses intérêts, de ses curiosités, le renouement avec l'estime de soi, la confiance en soi ou la détermination de poursuivre son chemin de vie en continuité avec ses objectifs réels et réalistes. Ces rendez-vous sont des balises essentielles pour mener vers le port le plus approprié ces imaginatifs voyageurs de la difficile conquête d'être. Vous le relirez, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte-là, mais je trouve que ça nous ramène justement à ces balises essentielles, à notre façon d'intervenir et en tout cas, moi, ça me ramène à comment on peut prioriser nos interventions si on veut rester centré sur le processus de rétablissement d'une personne. Les éléments clés sont dans ces différentes définitions et dans le texte que Marie vous a lu. Je vous amène à l'autre diapositive qui m'amène à aller vers plus les savoirs théoriques. On a rassemblé dans le cadre des activités du CERIS différentes définitions du rétablissement. Donc, le rétablissement, c'est un processus non linéaire, en perpétuelle évolution avec ses essais et ses erreurs, ses espoirs et ses doutes. C'est important ici le concept d'essai-erreur. Si on est dans un modèle d'intervention qui nous amène à protéger la personne de tout essai et erreur, bien, le processus ne peut pas se faire. Donc, on a une réflexion aussi comme service de santé à se questionner sur ça. Le rétablissement, c'est redonner un sens à sa vie, le rendre intéressant, satisfaisant, en présence ou non de symptômes ou de problèmes. Donc, on n'est pas dans un concept de guérison, ici, on est dans un concept de bien-être, malgré des symptômes qui peuvent être dérangeants, encore là. C'est mettre en veilleuse la maladie, puis c'est mettre davantage en lumière les forces, les compétences, les stratégies. On va vous parler du modèle des forces, qui est au cœur même des services axés sur le rétablissement. Le rétablissement, c'est une transformation, un parcours de découverte de possibilités insoupçonnées qui se cachent derrière nos limites et nos difficultés. Dans beaucoup de définitions du rétablissement, on voit qu'il rejoint un peu le concept de résilience ou en tout cas de bien-être. C'est-à-dire qu'une formation, c'est-à-dire que le rétablissement, c'est pas juste d'atteindre un bien-être malgré la maladie, c'est plus que ça, c'est qu'à travers la maladie nous a amené à découvrir une partie de soi qu'on n'aurait pas découvert sans ça. Donc, il y a comme quelque chose d'au-delà. Et ça, je trouve intéressant de le ramener ici. C'est l'affirmation de son existence, de son identité personnelle, au-delà de la maladie. C'est la reprise du pouvoir d'agir, tout l'empowerment qui est clairement dans la définition du rétablissement. La place que la personne a dans la société, dans sa communauté. C'est un voyage, une expérience unique pour chaque individu. Je pense que le texte de Marie nous a aussi beaucoup ramené ça. Et quand on revient à cette expérience et ce voyage unique, on dirait que ça nous rappelle pourquoi on a décidé de faire ce métier-là, puis de travailler avec les autres êtres humains et de peut-être nous recentrer sur le sens à notre travail. Et le dernier point essentiel, ce n'est pas le privilège de certaines personnes exceptionnelles, mais il est possible pour tous l'importance de l'espoir. Pas juste que la personne ait espoir pour elle-même, mais aussi que les gens de son entourage, les intervenants, aient espoir pour elle. Et ils croient toujours malgré la maladie. Donc ça aussi, c'est un concept majeur. La diapositive suivante, parce que la littérature a beaucoup défini le rétablissement dans les dernières années, le rétablissement personnel. Ça fait des années qu'on en entend parler, au moins une bonne 5 à 10 ans. Et un groupe a fait une revue de littérature de tous les modèles existants et a tenté d'en créer un à 5 dimensions qui ramène l'ensemble de ces modèles-là. C'est le modèle SHIME. SHIME, pour chacune des lettres, en fait des 5 dimensions importantes du processus de rétablissement.
Donc, la connexion aux autres, la connexion à sa communauté, le connectiveness, l'espoir, l'identité personnelle, donc toute la reconstruction, mais aussi d'apprendre à se connaître à travers cette maladie-là qu'on n'a pas choisie, signification, sens à la vie, donc quel est le sens de ma vie maintenant, puis quel sens je vais lui redonner, et qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi mes valeurs, et le sentiment de contrôle, le pouvoir d'agir, le fameux empowerment qu'on connaît davantage parce qu'on beaucoup de modèles de réadaptation dans les dernières années ont mis l'empowerment au centre de nos préoccupations. Donc, c'est un modèle et c'est des dimensions qui ont l'air simples, mais qui nous amènent toute je trouve, une façon si on reste centré sur ces 5 dimensions-là, de voir et de réfléchir sur nos interventions. Je trouve aussi qu'à travers ces 5 dimensions-là, malgré leur simplicité, que ça nous ramène aux solutions qui doivent être mises de l'avant et qui nous empêchent d'oublier pourquoi on guide et qu'on accompagne les personnes dans leur rétablissement. Et à travers la prochaine partie, je pense qu'on va y revenir à ces dimensions-là à travers comment on peut, finalement, à travers nos interventions, mieux guider la personne pour retrouver l'espoir, reconstruire une identité personnelle, savoir qui je suis, se connecter aux autres, à sa communauté, reprendre un certain pouvoir et retrouver un sens à sa vie. Donc, ça fait le tour très brièvement de ce que la littérature nous dit sur le rétablissement au niveau des définitions. Puis je vais laisser Marie un peu réagir à ça, puis vous parler justement de ce fameux processus profondément personnel qui nous permet d'apprendre sur soi. Donc Marie, je te laisse la parole. Je trouve que tu as quand même assez bien résumé, et Michel aussi, tous vers quoi on tend présentement. L'image qui était là, la voie ferrée, c'est moi qui l'ai choisie et qui est dans mes diapos de formation. Et pourquoi? C'est qu'il y a plusieurs trains, il y a plusieurs façons d'aller vers le rétablissement. Le rétablissement ne se mesure pas. Catherine l'a bien dit, c'est un processus. C'est un choix de vie, c'est une manière d'aller. Ça me demande un engagement. Est-ce que tous les gens que vous desservez vont prendre le train du rétablissement? Non. Par contre, on a un rôle à l'intérieur, c'est de faire sûr qu'il y a une gare centrale, qu'à toutes les 15 minutes, ça c'est mon timing à moi, qu'à toutes les 15 minutes, le train du rétablissement puisse passer et que les gens sont invités à le prendre ou à ne pas le prendre selon où ils sont rendus. Par contre, vous n'avez pas sur les épaules à réussir qu'on se rétablisse ou non. Ça, c'est un engagement que nous devons prendre avec nous et souvent, ça prend des lumières pour le faire. Ça prend des proches, ça prend des gens, ça prend des intervenants, ça prend des déclics pour nous allumer. Sinon, le processus ne s'entame pas. Est-ce que je vais me rétablir pour vous faire plaisir? Non, merci. Est-ce que je vais me rétablir pour faire plaisir aux voisins? Non. Si je me rétablis, c'est parce que j'ai envie de vivre dans la communauté, c'est parce que j'ai envie de vivre autrement, c'est parce que j'ai envie de sortir de ma jaquette, de sortir d'un état d'être dans lequel je ne suis plus bien, ça ne me convient plus. Ça va pour ça? Est-ce que ça te va, Catherine, comme conclusion? Oui, tout à fait, merci. Okay. Je te laisse passer au contexte d'intervention. Parfait. On va aller à l'autre après, s'il vous plaît. Celle-là, rapidement, c'est les 10 composantes du rétablissement, pour ceux qui n'ont pas entendu parler. Ça vient de SHMSHA aux États-Unis, qui est au niveau de la santé mentale et aussi de la double problématique qui est l'abus des substances. Souvent, quand j'étais jeune, on disait le chapelet. Alors, les Je vous salue Marie, on en disait 10, mais on ne savait pas la profondeur de ce que ça pouvait dire. C'est un peu la même chose avec nos 10 composantes. Vous pouvez les lire et on pense qu'on les met toutes en pratique. Et même encore aujourd'hui, je ne les mets pas toutes en pratique. On a une démarche à faire. Vous avez une démarche à faire, c'est d'aller creuser plus loin. Quel est le contenu de chacune de ces 10 composantes-là? OK? Une, entre autres, que je trouve que vous devriez garder beaucoup en tête, c'est holistique, qui veut dire que on fait une approche et de l'intérieur, de mon intérieur, et de ce qui m'entoure aussi, de tout ce qui est à l'extérieur de moi. Donc ça, c'est assez important. Les grands principes du rétablissement sont assez simples à dire,
mais sont complexes à réaliser. C'est de soutenir la personne dans son développement de son côté sain. Souvent, on grandit et on a beaucoup de mauvaises herbes. Ben, c'est de faire un peu de ménage pour voir comment on va mieux. C'est d'optimiser la santé mentale globale avec la personne. Je dis toujours avec et non le faire pour elle. Cibler à la fois la personne, comme je viens de dire, et son environnement, toujours l'approche holistique. Maintenant, on arrive au tableau. Le tableau qui est ici, c'est l'outil du père aidant réseau que Nathalie Lagueux, quand elle est allée aux États-Unis, avait ramené. C'est un peu les 5 étapes du deuil aussi. Vous allez reconnaître un peu ces choses-là. Je vais y aller rondement. Il y a 2 tableaux. Okay? Le premier, impact du trouble mental, choc et déni. J'arrive à l'hôpital, j'ai 18 ans, on vient de me diagnostiquer avec une schizophrénie paranoïde. C'est pas sûr que je saute au plafond puis que j'applaudisse puis je trouve ça trippant. À la fin, je vous laisse lire le contenu peut-être après, mais on va mettre l'emphase sur le choc et déni. Ça se peut que quand on me donne un diagnostic, je sois plus sur le choc. Ça y est, ma vie est finie, il n'y a plus rien là. Okay? Il y a un blackout total. Puis ce blackout-là, bien, ça peut durer 3 mois, comme 3 ans, comme 10 ans. Personne ne le sait. On ne sait pas ça va être quoi qui va être l'allumeur. Ou je peux être dans une deuxième position qui est celle du déni. Ben non, un psychiatre, là, il s'est trompé. J'ai pas ce problème-là. J'ai pas tel trouble, mais oui, je suis peut-être anxieuse. Ça, je suis peut-être prête à gérer ça, là, mais ne viens pas me donner des gros titres. Et surtout que vous savez qu'avec Internet, si vous allez voir un diagnostic sur Internet, c'est l'horrible, là. Fait que la personne ne veut pas ressembler à ça. Donc, c'est pas valorisant. La deuxième, ma vie est limitée, renoncement, désespoir. Facile à expliquer. Si dans votre clientèle, les gens que vous desservez arrivent avec « oui, mais ». Oui, mais Marie, tu ne peux pas comprendre. Moi, j'ai un trouble de santé mentale. Oui, mais Marie, tu ne peux pas comprendre. Mon psychiatre ne veut pas me changer mes médicaments. Oui, mais Marie, tu ne peux pas comprendre parce qu'il y a telle autre affaire. C'est que la personne, elle est là. Sa vie est limitée. Elle ne voit pas le possible qu'elle peut sortir, fait qu'elle se considère comme une maladie. C'est souvent que la personne est dans cette sphère-là. Okay? Dans la troisième, le changement est possible. Espoir et remise en question. Celle-là, j'aime bien la définir avec, je ne me souviens jamais de son nom, mais Bernard Voyer, qui un jour avait fait une pub à la télé, qui était assis sur un banc de neige avec son soude de skidoo de Grand Nordique, et qui disait d'un langage assez prononcé, « Un rêve, ça se pense, on se lève et on le vit. Okay? » Donc, ça veut dire, je pense mon rêve, je me lève et je passe à l'action. Et si je suis dans la troisième étape, je ne fais que le penser. Moi, j'ai pris 130 livres en 1 an, suite à une dépression. Il y a 12-13 ans de ça. Je rêve d'être mince, je rêve de maigrir. Ah, que j'aimerais donc ça, avoir une petite taille de guêpe. Ah, que je voudrais donc. Ça fait 10 ans que je dis ça. Donc, point de vue mon poids, on peut dire que je suis dans 3. Vous comprenez? Dans cette sphère-là de ma vie, je suis dans 3. Par contre, il est arrivé des petits événements dernièrement que là, j'ai commencé à perdre du poids parce que ma santé l'exige. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui m'a allumé. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont allumé, mais pas assez solide. Moi, ça m'a pris une petite fibrillation cardiaque pour dire qu'il est temps que je passe à l'action. Donc, ça a eu un impact, et c'est souvent la souffrance, comme dans mon texte, qui fait qu'on finit par dire, bon, on passe à une autre étape. Alors là, c'est sûr qu'on commence à croire que la vie peut être différente, mais on veut passer à l'action. Et si je vais dans la quatrième, il y a un engagement. Pas le vôtre, le mien. Je dois m'engager à changer. Par contre, pour m'engager, moi, Marie, je suis une personne qui est ambivalente. C'est facile à voir. Dans mon ambivalence, la nervosité me fait bégayer. Dans l'ambivalence, ça peut arriver que moi, m'engager pour 10 ans, je me sauve. Mais m'engager pour juste aujourd'hui, ça fait 33 ans que je suis en processus avec des avancées et des reculs. Et dans mes 33 années, ça ne fait que 9 ans que je travaille de façon consécutive. J'ai changé d'emploi, mais je n'ai pas eu de chômage ni de BS, déjà un plus dans ma vie, qui fait que dans ce changement-là, à tous les soirs, je quitte mon emploi. À tous les matins, je me pose la question, stratégie, comment je m'y prends moi. Il a fallu que je me développe un coffre d'outils. As-tu autre chose à faire, Marie, matin? Non, bien, va-t'en travailler. Rendu à la job, je suis toute contente de voir la gang, puis je trouve ma job super trippante. Mais je ne sais pas pourquoi le soir, je veux toujours la lâcher. Tu sais, c'est symptomatique, probablement. Donc, j'arrive dans ça. Et la dernière, l'action a changé. Et c'est là
que les personnes comme moi présentement, si je vais dans ma sphère de travail, je suis dans l'action. L'engagement a été fait, l'action est là, je travaille, j'ai décidé de la direction que je veux donner, je ne veux plus que les autres viennent me dire quoi faire de ma vie, il faut le faire moi-même, tu sais. Je peux demander conseil, mais tant que je ne demande pas conseil, on ne me le dit pas, OK? Fait que ça fait comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les 5 sphères, il y a des zones de confort. Et sortir d'une zone de confort, ça demande quelque chose qui va m'allumer assez fort pour aller dans l'autre. Vous me suivez là-dedans? Si j'ai rien, il faut vraiment que mon désir de partir de la 1 pour aller en 2 ou de la 2 aller en 3 soit plus grand que ma peur d'agir. Sinon, il n'y a pas d'action. Et il faut se rappeler aussi que quand on parle d'avancée et recul dans le rétablissement, c'est que j'ai des avancées et reculs. Comme tout être humain, il faut normaliser aussi les choses. Hein? Vous avez tous dans vos vies avancé et reculé. Ça veut dire quoi, avancer et reculer? C'est que parfois, vous avez dans votre clientèle, elle a dit, je m'en vais aux études, tout est mis en place, vous avez fait les démarches avec elle, patient partenaire, tout le kit. Et Vlang, elle commence la semaine prochaine et elle a une rechute, elle commence à boire, puis elle va pas aux études. Puis là, on se décourage comme intervenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est ça. Il y a des parts et là, il y a des avancées reculs, il faut aller revoir. Est-ce un échec? Non, c'est le mot qu'il faut éviter. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. On va aller au deuxième tableau. Fait qu'au deuxième tableau, il y a quand même des stratégies d'intervention qu'on invite à ça. Donc, toujours impact, échec et déni. J'arrive à l'hôpital, je suis en crise. Ce n'est pas le temps de me demander c'est quoi mon rêve. OK? Vous pouvez lire le reste. Ma vie est limitée, le renoncement et le désespoir. Bien, si je suis là, peut-être que vous auriez intérêt à venir susciter l'espoir chez moi. Autant que dans la première, c'est de m'aider à diminuer mon stress, mon angoisse, voir qu'est-ce qui me ferait du bien au moment où je ne vais pas bien. Que la deuxième, c'est de me laisser voir les possibilités qu'il peut y avoir. T'sais. Comment je vais défaire mon oui mais, sans non plus tirer sa carotte pour obliger. Tandis que dans la troisième, c'est d'aider la personne à aller voir ses possibilités qui s'offrent à elle. Je vais essayer de donner un exemple. Ma boss, ça fait 5-6 ans que j'étais à la QRP. Elle est très comique, ma boss. Puis elle me dit des fois, elle me disait, parce qu'elle ne le dit plus, celle-là, elle disait, y avoir pensé, je ne t'aurais pas embauché, je t'aurais mis l'exigence d'avoir un auto. Bien, j'ai dit, j'aurais pas pris ta job. T'sais, parce que je suis tout le temps sur la route, mais je le faisais en autobus. Alors, qu'est-ce qui a fait que je me suis acheté une auto? Qu'est-ce qui a été la stratégie? C'est à la force d'être pris en charge par ma collègue, d'être toujours, c'est elle qui conduisait tout. Alors, j'ai passé ma part de conduire l'autoroute. Même là, je suis venue à Montréal hier, j'avais encore du stress, ça fait que 2 ans que j'ai une auto. Okay? Donc, vous voyez, il y a eu quelque chose qui a allumé Marie pour aller de l'avant, encore là, qui est là-dedans. L'engagement a changé, volonté d'agir. Donc, c'est souvent là que les personnes ont besoin de l'équipe multi, qui ont besoin de toute cette aide-là. OK, à voir c'est quoi mes habiletés. Moi, j'appelle le coaching. J'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire la job que je fais présentement. Diane Harvey, qui est ma patronne, est un bon coach pour moi. Oh, le micro, excuse-moi. Est un bon coach pour moi, qui m'a permis d'aller en avant. Parce que pour une fille comme moi qui vient de la rue, qui a fait des études sur le tard, il y a des choses au public qui étaient beaucoup plus difficiles, mon langage surtout. Il faut toujours que je fasse attention. Ensuite, la 5e, c'est d'aider la personne, l'intervenant, la stratégie, c'est d'aider la personne à se responsabiliser. Mais j'ai beaucoup de misère avec ce mot-là. Responsabiliser ne veut pas dire « Hey, il faudrait que tu fasses ton lit, il faudrait que tu saches faire telle affaire, il faudrait que tu fasses ta... » Il n'y a rien de pire, c'est fatigant ça. T'sais? Pour moi, le mot « se responsabiliser », c'est de devenir adulte. Puis que si je deviens adulte, si tu me vends l'idée que si moi je deviens plus adulte, c'est quoi mon gain, moi, d'être plus adulte? Je ne veux pas te faire plaisir, je veux un gain. Bien, mon gain, c'est qu'il y a moins de monde qui se mêle de ma vie. C'est moi qui est maître à bord. J'atteins une liberté que je n'avais pas auparavant quand j'étais pris en charge. Alors, voici mon gain. Et ce sens-là du mot responsabilité me va bien. Ça va pour ça? C'est correct? L'approche axée sur les forces, bien, je l'ai un petit peu mélangée à travers ce que je viens de vous dire parce que je savais que j'avais ça tout de suite après. François Neveu, qui est ici, le Centre d'excellence, donne la formation sur les forces pour les SI-SIV.
Ce que je trouve désolant souvent dans les milieux d'intervention, c'est qu'on reçoit la formation, mais on n'utilise pas l'outil. Et pourtant, c'est un outil extraordinaire. Moi, j'ai travaillé avec pendant 4 ans. Et je peux vous dire, quand on voit chaque sphère de nos vies, qu'il y en a 9, je vous disais tantôt, ma sphère santé va moins bien. Si vous êtes toujours en train de dire, Marie, ben, tu sais, tu pourrais suivre une diète, Marie, tu pourrais faire ceci, laissez faire, je ne vous écouterai pas. Mais dans ma sphère travail, comme là, je suis debout, je me suis mis toute belle, j'essaie de maigrir un petit peu, tu sais, je suis au public. Mais c'est peut-être ma sphère travail dans laquelle ça va bien qui va me réveiller à vouloir changer. Vous me suivez dans le côté pourquoi c'est important, l'approche axée sur les forces. Vous voyez, ben, c'est un peu ça que vous recevez, je ne sais pas si vous l'avez toutes eu, mais la situation de vie quotidienne, qui est l'aspiration, désir de la personne, ressources personnelles. Et là-dedans, ben, le SSIV, François et Myriam, vous enseignent bien comment fonctionner dans ces 3 sphères-là. Ce n'est pas une enquête préliminaire qu'on fait de la personne, c'est tout simplement, c'est quoi ses forces? Et ici, je vais vous en dire une. Quand on arrive dans les forces, là, quand tu sors de la rue ou que tu viens d'un milieu très intense, puis qu'on arrive, moi, je ne voulais pas être dans la société et arriver dans la société qu'on nous demande d'être une bonne citoyenne, oubliez-moi, je vais retourner d'où je viens. Parce que la montagne est trop loin. Alors, si vous voulez découvrir mes forces, c'est quoi? Je vendais de la dope, aujourd'hui, je vends de la formation. Des forces transférables. C'est quoi les forces de survie que j'ai qui vont me permettre d'aller plus loin, plutôt que d'essayer, vous autres, de m'imposer ce que vous croyez que je devrais avoir comme force? J'en ai plein. Si j'étais capable de survivre au coin de Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Calvados, là, d'être capable de survivre une couple de places pour quelque part. Venez voir ce qui se passe là, comment je me suis pris. Posez-moi des questions. Ça vous va? La suivante, s'il vous plaît. Excusez, des fois je décolle. C'est là. Donc, les forces de survie peuvent être pleines de richesses pour la personne, mais il faut l'amener à faire des forces de développement. On parle aussi du rétablissement de l'accompagnateur, c'est très important. J'ai vu, moi, depuis que je donne la formation, dans les C3S et tout ça, des intervenants épuisés, qui ne croient plus au rétablissement, qui ne croient plus parce qu'à un moment donné, tout ce qu'ils voient au quotidien, c'est la souffrance humaine. Et dans ce temps-là, nos paires de lunettes peuvent venir brouiller, nous aussi, parce que là, c'est l'intervenante en moi qui parle. OK? L'importance du savoir-être et du sens à la vie que Catherine parlait tantôt, c'est un peu ça. C'est de se redécouvrir. On parle présentement, on dit, il y a beaucoup de coupures. À toutes les décennies, il arrive des choses politiques et on continue notre métier malgré tout. Mais il faut se revisiter pour sortir, nous aussi, comme intervenants, de ne pas rester dans le rôle de la victime, qu'on est victime de notre système, autant qu'on ne veut pas que notre clientèle reste victime de sa maladie. Vous voyez comment il y a des beaux parallèles à faire là-dedans. Prendre le risque d'accompagner quelqu'un, c'est de prendre un risque avec soi-même, prendre le risque de se regarder soi aussi. J'ai mis une paire de lunettes, vous voyez, et j'ai mis quelqu'un qui est sur le fil ambivalent. Est-ce que je me rétablis? Est-ce que, les avancées reculent? Le port de lunettes est très important. Si ça fait 7 fois que j'arrive à l'hôpital aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette année, vous allez dire de moi, ceux qui travaillent en 2e ligne, que je suis les portes tournantes. Et ceux de la première ligne vont avoir vu autre chose de moi, et mes proches encore autre chose. L'importance de se parler entre nous. Alors, on pense qu'on connaît notre personne qu'on a en suivi, c'est pas vrai. Je crois connaître mon fils, je ne connais pas mon fils, je connais une partie de mon fils, la partie qui relie ta mère. Mais mon fils comme conjoint, mon fils comme travailleur, j'ai bien juste ce qu'il veut me dire. Fait que c'est pas vrai qu'on connaît quelqu'un tant que ça. Et le port de lunettes, c'est important pour vous refaire, de voir aussi comment la personne, demander à, je ne sais pas, au SSIV en externe, comment elle va quand elle ne vient pas à l'hôpital, cette personne-là. C'est pas vrai qu'elle est juste tout le temps mélangée, puis foquée, puis elle va pas bien. Là. Excusez, je viens de dire un mot qu'il ne faut pas dire. Du point de vue de l'utilisateur, de service, la dignité du risque et la possibilité d'être soutenu dans ses défis et ses choix. Et ces choix sont la clé du rétablissement. Pardon. C'est un extrait, je ne suis pas capable de dire son nom en anglais, mais c'est en 2014. Lisez-le. Excusez. Donc, la gestion du risque est importante. Il y a 2 sortes de gestion du risque. On n'élaborera pas, mais je vais vous dire qu'il y en a 2. Je vais vous faire
la lecture de la gestion du risque personnel, le risque que vous prenez avec votre client, OK, avec votre personne en accompagnement. Donc, c'est de faire la différence entre le risque qui doit être réduit au minimum. Si je peux me faire du mal ou du mal à autrui, c'est le temps de faire un arrêt d'agir. Et les risques que toutes les personnes ont le droit de prendre. Le deuxième point, c'est la dignité du risque, mais d'une façon responsable. OK? Puis la dernière, si un individu choisit d'ignorer la vie clairement documentée par les professionnels, bien, il assume les conséquences. On parle beaucoup des droits qu'on a. Moi, je dis à mes pairs, on a aussi des responsabilités. Et ça, c'est important. OK? C'est pas parce que j'ai un trouble de santé mentale que je peux passer sur la rouge. Avoir un ticket comme tout le monde. On peut aller à l'autre vignette. OK? Celle-là, je vous la laisse lire. C'est le pouvoir de l'accompagnateur ou du père. C'est juste la dernière que je trouve importante, ce que je viens de dire un peu, que le processus de rétablissement est nourri par l'espoir. L'intervenant n'encourage pas pour autant l'irréalisme naïf et attention de ne pas sous-estimer non plus les forces de la personne, ce qu'on fait souvent. La personne est souvent beaucoup plus capable qu'on peut penser. Nos valeurs et ses valeurs ne sont pas nécessairement les mêmes. Maintenant, j'ai terminé. Je te passe la parole, Catherine, et je vais m'asseoir. Merci beaucoup, Marie. Donc, ça m'amène à la partie le rétablissement dans les pratiques et services de santé mentale parce qu'en fait, on comprend que le rétablissement personnel appartient à la personne. C'est un processus unique qui est propre à la personne et que cette personne-là peut choisir ou non de se faire aider par le système de santé. Mais le système de santé a aussi la responsabilité d'avoir un service qui soutient le rétablissement. Et c'est de ça que je veux vous parler présentement. Qu'est-ce que dit la littérature sur comment nos services de santé mentale sont axés rétablissement et devraient être axés rétablissement? Beaucoup d'auteurs ont documenté ça. Le rétablissement personnel a été documenté beaucoup depuis 5-10 ans et plus. Les services axés rétablissement, ça s'est défini de façon beaucoup plus précise dans les dernières années. Et pour les gens qui ont pris connaissance de notre nouveau plan d'action de santé mentale, bien, vous allez voir qu'on est dans ces orientations-là. Marie l'a dit tantôt, quand elle a parlé des 10 principes comme du chapelet, que souvent on les regarde vite, ces principes-là, puis on se dit « Ah oui, je fais ça déjà. » C'est pas vrai. Je vous dirais qu'on fait des excellentes choses dans nos services de santé mentale, mais c'est pas vrai qu'on a un système québécois de santé mentale axé rétablissement. On a encore des choses à approfondir, je dirais. Et on a cette responsabilité-là, comme le disait Shepard, des services de haute qualité doivent répondre aux principes d'une pratique axée sur le rétablissement et soutenir l'espoir, la reprise de contrôle, l'accès à des opportunités pour construire une vie au-delà de la maladie. C'est pas vrai que notre seul rôle, le système de santé mentale, c'est un rôle seulement au niveau du diagnostic et de la symptomatologie et des incapacités. Donc, on a cette responsabilité-là d'un système de santé mentale de haute qualité axé rétablissement. Et ça ne vient pas naturellement, ce changement-là, puis ça implique une transformation véritable. Et ça m'a fait rire la comparaison avec le chapelet, mais c'est effectivement ça. À chaque fois que je relis la littérature sur le rétablissement, à chaque fois que je visite des milieux axés rétablissement, à chaque fois que je participe à une conférence comme aujourd'hui, puis que je travaille avec Marie, avec Michel pour construire la conférence, à chaque fois, j'apprends plus, puis j'approfondis ces concepts-là. Et à chaque fois, je découvre, pour chacun de ces concepts-là, jusqu'où ça nous amène. C'est toujours comme une étape de plus. Et il faut aller vers cette transformation véritable parce qu'on a cette préoccupation-là, chacun d'entre nous, de constamment améliorer les services qu'on offre puis de répondre aux besoins des gens. Concrètement, ce que ça veut dire avoir une pratique axée vers le rétablissement, ça veut dire d'aider la personne à faire ses propres choix, à établir ses priorités, ses objectifs personnels et lui offrir des opportunités en ce sens-là. Le plan de rétablissement, c'est une des opportunités. C'est un outil qui peut aider la personne à définir son projet, ses choix dans son processus de rétablissement. Encourage l'autogestion des problèmes de santé mentale, les décisions et stratégies identifiées par la personne elle-même, tout ce qui est la prise de décision partagée, tout ce qui est afin d'arriver avec la solution qui est une gestion faite par le réseau ou une gestion faite par l'entourage, bien,
qu'est-ce que la personne, à travers ses forces à elle, peut avoir comme stratégie pour ces difficultés-là. Met en lien la personne avec d'autres personnes en rétablissement, valorise comme premier contact le soutien d'un père aidant, ou en tout cas d'un soutien entre pairs, offre des témoignages. Des fois, les gens me disent, Catherine, on n'a pas de père aidant dans notre équipe. Il y a plein de témoignages en français. On en a mis dans nos dossiers rétablissement, dans notre dossier En savoir plus également. En français disponible, vous pouvez aller dans un ordinateur, regarder une vidéo avec votre client et discuter rétablissement après. Dans la pratique accélératrice de rétablissement, le premier point de contact pour favoriser l'espoir serait de voir le vécu d'une autre personne qui est en processus de rétablissement. Ça peut être aussi de donner des exemples de son propre vécu expérientiel. La pratique du rétablissement va jusque-là. Met l'emphase sur des interventions centrées sur les forces, les ressources existantes. Marie vous a parlé du modèle des forces. Il est clairement une pratique axée vers le rétablissement. Valorise des solutions hors du milieu de la santé mentale dans le réseau naturel. On l'a toujours dit, mais la pratique axée vers le rétablissement, c'est une pratique qui débute par des solutions hors du milieu de la santé mentale, hors du milieu de la psychiatrie, hors du réseau de la santé. Et tranquillement, on peut se rapprocher si on voit que les solutions les plus loin possibles de la santé et du réseau de la santé ne sont pas possibles, on peut progressivement se rapprocher. Mais il ne faut pas faire l'inverse. Et malheureusement, on fait souvent l'inverse. Parce que c'est plus simple, parce qu'on a développé toutes sortes de ressources très proches, très adaptées, et on s'est convaincu que c'était très adapté, et ça l'est. Mais si on veut que la personne soit dans un processus de rétablissement, il faut qu'elle puisse avoir des succès, il faut qu'elle puisse faire des essais-erreurs, il faut qu'elle puisse avoir des opportunités. Et c'est le milieu naturel et le vrai réseau naturel de la personne qui lui offre le plus d'opportunités dans la vie. Si vous gardez votre adolescent et votre jeune adulte à la maison toute sa vie, il risque de bien manger, il risque d'avoir des vêtements toujours bien lavés, il risque de n'y arriver pas grand-chose de négatif. Il va probablement peut-être jamais prendre de drogue, probablement écouter des beaux films avec sa mère le vendredi soir jusqu'à 30 ans. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non, on veut que le jeune adulte qui ait des opportunités, prenne des risques, essaie des choses. Et des fois, c'est pas positif. Des fois, on n'est pas très content. Mais c'est ça, l'apprentissage. Le processus de rétablissement, si on veut aller dans un processus de rétablissement, il faut qu'il y ait une zone d'apprentissage, il faut qu'il y ait des opportunités. Le milieu naturel, c'est ce qu'il offre. Prioriser l'amélioration des conditions de vie. On a beaucoup reproché au modèle du rétablissement de mettre le travail au centre et les études. En fait, c'est pas le travail qui est au centre, c'est les conditions de vie. C'est révoltant de penser que les gens qui ont des troubles mentaux graves et qui ont des troubles mentaux en général, plusieurs d'entre eux vivent sous le seuil de la pauvreté, accèdent pas aux études, n'ont pas de rémunération, ne sont pas en mesure de se payer un logement. Les conditions de vie sont une priorité dans le processus de rétablissement. Et pour les personnes elles-mêmes, ils l'ont souvent identifié comme étant une priorité dans leur vie. Et les pratiques axées vers le rétablissement valorisent ça clairement. C'est à travers des études, c'est à travers un travail qu'on a un salaire et qu'on peut améliorer notre statut socio-économique. Lutter explicitement contre la stigmatisation, l'exclusion sociale, l'autostigmatisation. On comprend bien depuis des années l'importance de travailler au niveau de la stigmatisation, mais on oublie l'autostigmatisation. C'est-à-dire que la stigmatisation que la personne se fait elle-même. Elle a tellement eu de gens autour d'elle, puis elle a tellement vécu d'expériences parfois négatives qui ont fait qu'elle a perdu espoir. Des fois, la personne, c'est pas la meilleure pour dire « oui, je vais être capable d'aller travailler. Oui, je vais être capable de vivre en logement autonome. Oui, je vais être capable de retourner aux études. » Donc, souvent, on me dit, oui, mais la personne elle-même, elle me dit, oh non, elle ne se sent pas capable, elle préfère faire du bénévolat. Mais demandez-vous, est-ce qu'elle n'est pas dans une situation où elle s'auto-stigmatise et elle s'empêche elle-même d'apprentissage et d'aller plus loin? La lutte explicite contre la stigmatisation va jusqu'à soutenir l'embauche de personnes en rétablissement dans notre réseau de la santé. Donc, dans la pratique axée vers le rétablissement, on soutient cette embauche-là. Dans certains pays, dont en Angleterre, il y a une stigmatisation positive. Donc, à compétence égale, un ergothérapeute, par exemple, celui qui a un vécu expérientiel avec la maladie mentale va être engagé en priorité.
Et finalement, met l'accent sur les qualités personnelles des intervenants, tant que sur les compétences professionnelles et ouvre même à la possibilité d'exemple de son propre vécu. En 8 points aussi, ça vous donne les éléments centraux. Vous vous questionnerez voir si votre équipe, votre réseau est clairement dans une pratique axée vers le rétablissement. Les 8 éléments vous amènent à aller plus loin dans la nuance de ce que c'est à être axé vers le rétablissement. Je vous ai mis dans la diapositive suivante les approches spécifiques qui sont valorisées dans une pratique axée vers le rétablissement. Le plan de rétablissement, la prise de décision partagée, le modèle des forces, le plan de crise conjoint, l'approche, entre autres, Individual Placement Support, qui permet de soutenir la personne vers la recherche d'un emploi dans le milieu régulier de l'emploi, et Housing First, qui permet à la personne d'avoir des subventions logement pour aller vers un logement autonome. Ça m'amène à donner la parole à Marie sur le travail de l'intervenant, pas toujours facile, parce qu'évidemment, peut-être qu'en regard de ce que je viens de dire, on vous dit peut-être que c'est lourd sur nos épaules que de mettre en place une pratique vers le rétablissement. Marie, je te laisse réagir. Dans le fond, ça vient du Code d'éthique de l'Institut universitaire de santé mentale de Québec, que j'ai toujours aimé cette partie. C'est que le travail de l'intervenant n'est pas toujours facile. Ça vise toujours la recherche de la constante du fragile équilibre entre le devoir de protection et le droit à l'autonomie de la personne qu'on dessert. C'est la remise du pouvoir et le respect des limites de la personne. C'est le soutien et l'encadrement. C'est la souplesse organisationnelle et la clarté des structures. Et souvent, une des choses qu'on peut retrouver dans la minute que j'ai pour vous dire, c'est une des plus grandes difficultés quand on veut aller vers le rétablissement, autant avec les cadres normatifs, avec tout ce que ça englobe, c'est de savoir, quand je ne peux pas répondre aux besoins de la personne dans mes services à moi, ça prend de l'humilité, mais il faut aussi connaître notre réseau, vers quelle autre ressource, soit communautaire, soit dans la communauté, je peux orienter, référer ma personne, plutôt que de vouloir tout faire et ne pas arriver à aboutir. Ça arrive, comme moi, la réadaptation psychosociale, ça ne fonctionnait pas. Je travaille là-dedans, c'est bizarre, mais dans mon cas, ça a jamais marché. Me dire qu'il faut vraiment que tout soit dans une case, moi, je capote. Fait que je me suis orientée vers autre chose. Donc, d'entendre ça et d'orienter vos gens vers ce que vous sentez qui répondrait pour elle, pour la faire avancer, plutôt que de vous imposer et de souffrir toujours des sentiments d'échec parce qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, de le voir, ce côté-là. C'est tout, merci. Il y a 3 façons, en fait, d'aller un peu plus loin dans la réflexion. On vous les passe rapidement parce qu'on aimerait avoir un échange avec vous. De toute façon, l'information est disponible sur le web maintenant, à partir de maintenant. Mais il y a le projet CERIS, évidemment, vous le savez, avec ces différents dossiers. Là, actuellement, il y a un dossier sur le rétablissement, mais il y a différents dossiers en lien avec les thèmes et particulièrement sur le rétablissement. Alors, il y a de l'information là-dessus que vous pourrez aller voir aisément. Il y a les autres activités qui sont à venir. Vous allez avoir l'information sur le site. L'autre façon aussi d'en savoir plus, bien évidemment, c'est la formation que la QRP donne à la grandeur du Québec sur invitation sur ces 2-3 jours. Marie, il y a des adaptations, mais la formation de la QRP, c'est... Oui, on est menu à la carte. Bon, c'est ça. Alors, il y a un menu à la carte. Vous avez l'ensemble, au fond, des objectifs de la formation et des modules. Donc, je vous laisserai lire ça en temps opportun. Et il y a une communauté de pratique. Alors, si des gens sont intéressés de pouvoir participer à cette communauté de pratique-là sur leur établissement, qui n'est pas en lien avec le projet, c'est vraiment une communauté de pratique qui s'est mise en branle il y a quelques temps quand même, là, où, alors, c'est sûrement sur une base volontaire, les gens s'inscrivent aux activités. Vous avez juste à en écrire un courriel au mail que vous avez en bas de la CEPAP. Et je termine, il y avait un point que je voulais mentionner. Il y a un momentum intéressant. Je fais un lien avec le plan d'action en santé mentale qui est sorti le 9 octobre dernier, où, en lien avec le rétablissement, il y a des mesures spécifiques avec le déploiement, au fond, de plans d'action que les établissements auront à faire. Un plan d'action précisément sur des services axés sur le rétablissement et un plan d'action aussi sur la stigmatisation. Et ces plans d'action-là devront être présentés au conseil d'administration. Donc, il y a quelque chose de très structurant qui est en train de s'installer. Donc, le réseau devrait, au fond, s'améliorer de beaucoup par rapport à ça. Alors, je termine là-dessus. Mireille, pardon, je te laisse. Est-ce que je peux... Merci.
Oui, ben voilà, merci beaucoup Marie, Michel, Catherine. On va passer à une courte période de discussion, comme on a commencé un peu plus tard. Puis bon, je pense qu'on a été généreux, hein? Nos conférenciers ont été généreux dans le contenu qu'ils vous ont offert. Alors, on a dépassé un petit peu. S'il y en a qui ont des questions, oui, allez-y. Oui, mon nom c'est Diane Riendo. Moi, je suis père aidant de famille à la SQS et je suis très contente de revoir Marie aujourd'hui. J'aime toujours la rencontrer et aussi l'écouter. Pour moi, là, la QRP, c'est un phare et Marie, c'est une lumière à l'intérieur du phare. Ce que je retiens aujourd'hui comme père aidant de famille et dans ma vie personnelle, parce que j'ai un fils atteint de schizophrénie, c'est la différence entre la responsabilisation et devenir adulte. Je pense que ça va m'aider dans mon travail auprès des familles et ça va m'aider, moi, avec mon fils. Parce que comme c'est Catherine qui a dit, quand votre proche vit avec vous, il mange 3 fois par jour, il est lavé, tout ça, mais est-ce qu'il devient un adulte? Il y a un point d'interrogation. Fait, je suis très contente, Marie, que tu sois là aujourd'hui. Et je remercie Catherine parce qu'à chaque fois que je l'entends sur le rétablissement, moi, ça m'aide dans mon travail comme père aidant de famille et ça m'aide aussi dans ma vie personnelle. C'est un commentaire que je voulais te faire et je te fais la bise. Merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, j'aimerais quand même vous inviter tous à visiter, comme Michel l'a fait déjà, notre site web, le site web du CIRIS à l'adresse qui est indiquée à l'écran, au bas, ainsi que le dossier sur le rétablissement personnel, celui des services accès rétablissement, où vous pourrez trouver une foule d'informations. Puis avant de vraiment terminer, j'aimerais vous rappeler que ce projet pilote, comme le dit un peu Michel, met de l'avant l'utilisation des technologies de l'information afin de nous permettre de partager avec un plus vaste réseau nos connaissances. Alors, si vous rencontrez des problèmes techniques, parlez-en à vos chefs d'équipe, coordonnateurs, gestionnaires. N'hésitez pas à nous en faire part également afin qu'on vous guide là-dedans. Alors, je remercie infiniment nos conférenciers d'aujourd'hui, Marie Gagné, Michel Gilbert, Catherine Briand, qui est là virtuellement, ainsi que toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui pour venir assister dans la salle à cette conférence, sans oublier celles qui nous regardent en web diffusion. Alors, au plaisir de vous revoir bientôt et bonne fin de journée. Merci.